Comment? Donc, je finis mon à tous. Bonsoir. Et nous sommes dans le logiciel Stellarium et nous allons voyager un petit peu dans le ciel pour découvrir la, la, la sphère étoilée et comprendre un peu ce qu'il y a à regarder dans le ciel et comment on observe le ciel, euh, les planètes, les étoiles, les satellites, voir un peu tout ce qui bouge. Donc nous sommes actuellement à 20h24, oui c'est bon, 20h24 et le logiciel est réglé sur Clermont-Ferrand. Donc le ciel que vous verrez, c'est le ciel visible de Clermont-Ferrand. Donc c'est un logiciel qui peut être configuré, c'est-à-dire vous pouvez très bien voir le ciel en étant par exemple au Groenland ou en Finlande. Si vous êtes en Finlande, eh bien vous ne verrez pas le soleil se coucher. Vous pourrez mettre 2h, 3h du matin, vous aurez toujours une petite lueur et le soleil sera ras de l'horizon. Vous pouvez configurer Stellarium de manière à voir le ciel dans une certaine partie de notre de la Terre. Vous pouvez aussi bien être en Afrique qu'en Finlande, ou etc. Là, nous sommes en Europe, donc dans l'hémisphère nord, et donc le ciel dans l'hémisphère nord va se coucher, comme vous le savez, derrière l'horizon. Et là, il ne va pas tarder, il est 20h25. Donc, vous allez, là, il y a un arbre juste devant. Et nous sommes, je suppose que tout le monde le sait, se couche à l'ouest. Donc on dit à l'ouest, ouest, nord-ouest, se couche exactement tous les deux là. Donc pas tout à fait à l'ouest. Derrière l'arbre. Derrière l'arbre. Donc on va accélérer le temps. Vous voyez le temps qui s'accélère ici. Hop. Et quand on accélère le temps, quand le soleil se couche, qu'est-ce qui se passe? Nous commençons déjà à percevoir quelques étoiles filantes, par-ci, par-là. Alors là, les étoiles filantes, il est rare que vous en envoyiez autant en quelques secondes. Là, j'ai accéléré un petit peu le mouvement, j'ai accéléré le nombre d'étoiles filantes visibles sur Stellarium. Bon, ça fait joli, mais c'est pas très réaliste. Donc le soleil se couche, et vous voyez les petits points lumineux qui s'allument. Donc les petits points lumineux, bien forcément, je vous doutez que ce sont soit des étoiles, soit des planètes. Donc les petits points lumineux, et ils apparaissent car ce sont les plus lumineux du ciel. Les étoiles les plus lumineuses apparaissent en premier, ce qui est logique. Et les rayons lumineux du soleil, même bien que le soleil soit derrière la Terre, n'arrivent pas à masquer les petites étoiles que vous apercevez, qui sont les étoiles, sont souvent les étoiles alpha, les étoiles les plus lumineuses des constellations. Alors il est très difficile, lorsqu'on n'est pas un habitué du ciel, de se repérer quelles sont les étoiles que vous apercevez actuellement. Alors, avec un petit logiciel comme celui-ci, bon, on peut simplifier les choses. On va voir le nom des constellations. Voilà, on en a pas les lignes. Donc on voit le lion, le couple, le grand ours. Donc là, on a commencé à apercevoir la grande ours déjà à 22h30. On commence à deviner le dessin de la grande ours. Alors, comment on la voit, la grande ours? Ce serait la queue ici. Et la ligne. Voilà. Donc, vous voyez la queue, la manche de la casserole, la tête de l'ours, les pattes de l'ours. Vous voyez la constellation de la grande ours. Très grande constellation dans le ciel. Je vais enlever les lignes. Vous voyez, c'est déjà plus compliqué. Hein. Et comme vous avez vu les lignes, si vous étiez un habitué du ciel, au premier coup d'œil, ah, je vois ici les pattes de l'ours, je vois le nez, je vois la tête, je vois le corps. Voilà. Lorsque l'on est un habitué de l'observation, on finit par un petit effort de mémoire à situer la constellation. Ce qui n'est pas évident parce que d'une C'est saison à pas l'autre. évident, c'est pas évident.
mais avec l'habitude, on finit par se faire. Alors, vous voyez les petits points lumineux des étoiles, et quelque part dans cet écran, il y a une planète. Alors, les planètes, on a tendance à dire, la lumière de la planète, je la retrouve facilement, elle est plus ronde que les lumières des étoiles. Et puis on dit souvent, oh, mais je vois bien que c'est pas une étoile, ça scintille pas. Alors, est-ce qu'une planète scintille? Est-ce qu'une étoile scintille? Donc une planète, elle va scintiller si elle se trouve proche de l'horizon. C'est un phénomène de diffraction atmosphérique. Plus vous approchez de l'horizon, plus l'atmosphère est épaisse, plus les mouvements de l'atmosphère, les gaz qui sont dans l'atmosphère font bouger le rayon lumineux qui est émis par la planète ou par l'étoile. Et plus vous irez vers le zénith, moins vous aurez ce phénomène de scintillement. Qu'est-ce qu'on aperçoit à côté de ce soleil qui est en train de se coucher? Donc, je vous rappelle, Mercure, oui, très probablement Mercure. Et je vous rappelle que, bon, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, que le soleil se couche et c'est notre étoile, c'est une étoile. Donc le soleil est une étoile, c'est l'étoile la plus proche de notre planète. C'est l'étoile du système solaire, c'est le soleil. 150 millions de kilomètres de notre planète. Cette étoile est en train de se coucher et le ciel se révèle petit à petit. Mercure, c'est Jérémie qui a proposé Mercure. Donc on peut zoomer. On va cliquer sur la petite boule. On va la centrer. Et on va Je pensais zoomer. que c'était celle qui est en haut à gauche. Tiens. Et là, donc Capella, c'est pas une étoile, c'est bien une planète. Hein? Et alors Jérémie, Capella, appartient à quelle constellation? Oula! Donc on a ici à gauche des renseignements concernant Capella. On sait que c'est une étoile double, c'est écrit là. Donc une étoile double, c'est-à-dire il y a deux étoiles qui orbitent l'une autour de l'autre. Et des fois, on a des étoiles triples. Donc les étoiles doubles, c'est un phénomène extrêmement fréquent dans notre ciel. Nous voyons un petit point, et dans la réalité, bien souvent, il y a en fait deux étoiles. Les deux étoiles additionnées vont émettre plus de lumière qu'une seule étoile. Ce qui explique bien souvent que cette étoile-là vous paraît beaucoup plus lumineuse. Mais en fait, elle est plus lumineuse parce qu'elle est double, parce qu'il y en a deux. Le phénomène est exactement la même, se reproduit sur Sirius. Si vous regardez Sirius, vous voyez une étoile extrêmement brillante. Et en fait, Sirius a trois étoiles. Il est une étoile double, et en fait, il y a trois étoiles. Et déterminé maintenant avec les puissants télescopes, on arrive à avoir une troisième étoile. C'est un système triple. Ce qui explique la luminosité assez forte de. Si on regarde toutes les informations, vous voyez, on voit qu'une étoile circumsolaire, c'est-à-dire qu'elle ne se couche jamais. Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ça? Une étoile circumsolaire. On va dézoomer. On va laisser le soleil se coucher. Et on va arriver vers 23 heures, minuit, à ce qu'on appelle la nuit astronomique. Au coucher du soleil, nous étions à la nuit maritime. Donc, c'est-à-dire, nuit maritime, c'est que on voit les étoiles principales et les marins, autrefois, se guidaient avec les étoiles principales visibles après le coucher du soleil. Ils s'orientaient avec les étoiles pour les rejoindre à différentes latitudes. Si on regardait l'étoile polaire, ils allaient vers le nord. Et chaque étoile permettait de se diriger vers un des points cardinaux, le sud, l'ouest, le nord ou l'est. Les astronomes sont plus intéressés par la nuit astronomique. On voit beaucoup plus de choses. Vous voyez Capella ici, et les étoiles commencent vraiment
Je vais accélérer un peu. Voilà, là on est bien là. Je vais enlever l'atmosphère. Voilà. Bon, vous voyez, là, vous avez la chance d'être dans une nuit noire. Vous êtes en pleine campagne, sans pollution lumineuse. Et là, vous verriez à peu près ce ciel. Les points cardinaux. Donc, dans ce ciel, je vous l'ai fait voir tout précédemment, constellation bien connue, la constellation de la Grande Casserole. C'est en fait la constellation de l'ours. Elle est ici. Pour les habitués, ceux qui étaient là depuis le début, vous vous souvenez que la Grande Ourse, elle a un nez et elle a des pattes. Donc ça, c'est la constellation de la Grande Ourse. Et l'étoile circumpolaire, cela veut dire que tout le ciel tourne autour d'une étoile centrale qui se trouve au nord et qu'on appelle l'étoile polaire. L'étoile polaire est facile à retrouver dans le ciel. L'astuce consiste à se baser sur le rebord de la casserole, de la Grande Ourse ici, et on compte 5 fois cette distance. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je devrais avoir l'étoile polaire si j'ai bien calculé. C'est bien l'étoile polaire. On la centre, on la met au milieu de notre ciel, on va enlever le paysage, on va faire coucher le soleil un peu plus bas. Voilà. Bon. On va zoomer et on est bien centré sur l'étoile polaire. Si je clique sur l'étoile polaire et j'accélère le ciel, le temps, voilà, vous voyez que le ciel tourne autour de l'étoile polaire. Toutes ces étoiles que l'on aperçoit pendant toute la nuit dans l'hémisphère nord, si je remets le sol, voilà. Vous voyez, toutes les étoiles tournent autour du même axe. Là, nous voyons, comme j'ai accéléré le temps, le soleil se lève et se couche et éclaire le paysage. On va ralentir, on va aller moins vite. Voilà. Donc, toutes les étoiles qui apparaissent à Clermont-Ferrand, vous voyez, elles tournent autour de l'étoile polaire. Ce sont les étoiles circumpolaires. Elles ne se couchent jamais. C'est-à-dire qu'elles ne disparaissent jamais derrière l'horizon. Donc, quand on parle de la Grande Ourse, par exemple, que nous sommes centrés dessus, voilà. Quand on parle de la Grande Casserole, par exemple, on emploie un mot, c'est-à-dire, on dit que c'est un astérisque. C'est dans l'hémisphère nord, et par exemple, dans l'hémisphère nord, l'astérisque, c'est la Grande Casserole, c'est ce qu'on appelle un astérisque. Donc, la Grande Casserole, elle se compose de 7 étoiles. 4 plus 3, ça fait 7 étoiles. Donc, elle est en grec, on l'appelle, je crois que la Grande Ourse, on l'appelle Arctos. Donc, en fait, la Grande Ourse, c'est l'une des 48 constellations identifiées par Ptolémée. Donc, c'est un savant grec qui avait identifié les 48 constellations. Donc, les 48 constellations, vous en avez souvent entendu parler. On a, par exemple, la Petite Ourse, la Grande Ourse, le Cygne. On a Andromède, le Poisson. Tout ça, ce sont des constellations qui ont été répertoriées dans le monde grec à l'époque de Ptolémée. Donc, évidemment, nous, dans l'Europe du Nord, nous sommes les héritiers de la civilisation grecque romaine. Nous employons toujours les mêmes mots. Mais dans Stellarium, on peut très bien choisir les dénominations d'une autre civilisation. On peut prendre les civilisations Navajo, la civilisation chinoise,
et on aura, à ce moment-là, d'autres dessins avec d'autres noms. En Asie, ils voyaient le ciel différemment. À la place de la grande ours, ils voyaient un autre animal, etc. Donc là, vous pouvez, avec ce logiciel, vous amuser à voir comment imaginer, comment le ciel est imaginé par les autres civilisations. Les civilisations d'Amérique du Sud, les Incas, les Aztèques, vous voyez le ciel différent. Mais là, nous sommes bien dans la mythologie grecque. Ceux qui connaissent la mythologie reconnaissent de ci, de là, Pégase, Andromède, des, des héros percés, des héros de la mythologie grecque. Donc là, dans la mythologie grecque, euh, la, que je voulais vous parler de la grande ours. Je cherche, voilà, la mythologie grecque, la constellation représentait Callisto. Donc c'était une nymphe aimée de Zeus. Donc quand Héra, l'épouse de Zeus, découvrit leur relation, elle changea Callisto en grand ours et son fils Arca en petit ours. Voilà, je retrouve le fil de mon histoire. Donc Arca, c'était la petite. Donc on la voit petite. Voilà. Donc outragé par cette offense, Héra demanda justice. Et les ours furent alors condamnés à tourner perpétuellement autour du pôle Nord et jamais autorisés à se reposer sur la mer. Les Indiens d'Amérique du Nord, les Algonquins, les Mi'kmaq, les Cherokees, ils considèrent le groupe d'étoiles de la Grande Ourse comme, comme un groupe d'étoiles suivi, qui était poursuivi par trois chasseurs. Oh là là, trois chasseurs. Donc là, on a les étoiles et les trois chasseurs ici. Là, c'est dans la civilisation d'Amérique du Nord. Par contre, les Arabes, ils racontent que cette constellation, elle représente le cercueil d'un père tiré par trois filles. Donc les trois filles portent depuis la nuit des temps le cercueil et elles essaient de rattraper son assassin. Et son assassin, c'est la petite ours. Donc dans la tradition arabe, le jour où elles attraperont l'assassin, ce sera la fin du week-end. Donc aujourd'hui, nous avons abandonné cette vision à deux dimensions et nous allons représenter les choses avec plus de volume. Donc le ciel, il paraît immuable, il paraît immobile. Lorsque vous êtes la nuit, vous regardez le ciel et vous avez l'impression que ça bouge pas beaucoup, quoi. C'est assez immobile. Donc il faut attendre des heures pour avoir voir la sensation d'un déplacement. Donc dans tous ces points, si vous restez sur une chaise ou un fauteuil relax et vous observez le ciel, vous observerez de temps en temps une étoile filante aussi. Vous verrez des petits points qui représentent satellites passés dans le ciel. Et vous verrez aussi des points beaucoup plus gros qui voyagent parmi les étoiles. Donc, vous voyez, les petits points que l'on voit passer rapidement sont des satellites. Et dans ces petits points, dans ce ciel, il se déplacent des ronds bien plus lumineux que les étoiles, qui sont des planètes. Donc les planètes, elles voyagent sur le plan de l'écliptique. C'est-à-dire qu'elles font
elles sont sur le plan de l'écliptique, un peu sur le plan dans lequel circule notre Terre. Et le plan de l'écliptique, on peut le faire apparaître dans Stellarium, et on peut cliquer, je crois que c'est sur virgule, voilà. Donc sur virgule, on a le plan de l'écliptique. C'est-à-dire, si vous regardez au sud, sud-est, sud-ouest, vous apercevrez ce plan de l'écliptique. C'est la zone où voyagent les planètes autour du Soleil. Si vous regardez au nord, vous verrez que l'écliptique n'apparaît pas. L'écliptique n'apparaît dans notre latitude exactement sud-ouest, sud-sud-ouest, est. Voilà. Donc, quand vous faites de l'observation, systématiquement, votre regard va se diriger vers l'est, vers le sud et vers le sud-ouest. Si vous voulez voir passer les planètes, en regardant sur cette axe, il y a à peu près je ne sais pas si c'était à peu près de 30 degrés, 30 degrés d'auteur par rapport à l'horizon. Vous verrez des petits points. Et si vous cliquez par exemple sur Stellarium, vous verrez que c'est Jupiter, ici Saturne. Donc on a le ciel exactement comme il se présente le 26 juin 2020 à 2 heures du matin. On va retourner à des heures un peu plus qui sont un peu plus dans les où nous pourrions être, c'est rare que nous soyons encore à 2 heures du matin devant le ciel. On va disons allez, on est courageux, on est resté jusqu'à on est resté jusqu'à minuit. Il fait beau, il n'y a pas trop de vent, il fait pas trop froid. C'est au mois de juin. Et à minuit, si vous êtes sur le plateau de Coran ou ailleurs, ou à l'Écopole, moi à l'Écopole, ça sera peut-être plus compliqué de voir aussi bien. Et vous verriez ce ciel, hop. Et qu'est-ce qu'on aperçoit? Donc, les planètes, vous avez vu, il y a Jupiter, Saturne, et à droite, eh bien, c'est la Lune qui commence à apparaître. Donc là, on a un ciel, déjà, il y a pas mal de choses à observer. Si vous avez un télescope qui est orienté planétaire, ou un Dobson, enfin tous les télescopes peuvent regarder les planètes, mais certains télescopes sont plus ou moins mieux, mieux destinés à observer les planètes plutôt que les objets lointains qui sont dans l'univers. Ici, nous avons Saturne, Jupiter, Antares, qui n'est pas une planète, c'est une étoile de la constellation du Scorpion, une géante rouge. Là, on a encore un autre point. Qu'est-ce que c'est bien? Spica, c'est l'étoile de la Vierge, constellation de la Vierge. Et bon, bah là, on connaît bien. On a satellite de la Terre, la Lune. Qu'est-ce qui voyage sur la Lune? Eh bien, ce sont les planètes. Pensez? Toutes les secondes, ça irait très vite. Hein. C'est Starlink. Ce que j'allais dire, c'est ça. Parce que je vois que là, ça va. Et ça me paraît. Ah, c'est peut-être parce que j'ai Alza, c'est le satellite NORAD. Là, on a une étoile double. Donc, je vais recommencer, mais ça me paraît curieux, cette histoire-là. Ouais, c'est bien satellite. Ce sont bien des satellites artificiels. On est bien d'accord. Parce que là, les planètes, je me disais, c'est pas possible. Donc, on a des satellites artificiels qui sont en train de passer sous la Lune. De toute Alors, façon, je sais pas si maintenant, ça. on en voit plein tous les soirs des satellites. Là. C'est affolant. Nous sommes à l'ouest. Donc, est-ce que tous les satellites
sont en mouvement dans le ciel. Est-ce que tous les satellites voyagent autour? Non. Nous avons des satellites géostationnaires qui sont positionnés dans un coin du ciel pour observer la Terre, la même zone de la Terre en permanence. Par exemple, les satellites qui sont destinés à l'Europe sont toujours pointés au-dessus de l'Europe. Ils tournent avec la Terre. Ils sont géostationnaires. Les satellites qui sont destinés à observer la totalité de la Terre, par contre, ne sont pas géostationnaires. Ils voyagent sur un orbite qui leur permet de se satelliser et de pouvoir voir la totalité de la surface de la Terre. C'est ce qu'on a vu passer les satellites tout à l'heure. Les satellites géostationnaires sont à 36 000 km de la Terre. Ils se trouvent à peu près sur le plan où se trouvent les constellations du Cygne. Si vous regardez la constellation du Cygne, là on a le Scorpion, et là on a, c'est l'Aigle, et voilà le Cygne, vous voyez? Constellation du Cygne, eh bien, la constellation du Cygne, vous voyez, elle est en plein dans la Voie lactée. Je fais partir les lignes, voilà. Donc ces nuages de gaz et de poussière que vous apercevez au-dessus de l'horizon, c'est la Voie lactée. Dans la Voie lactée, vous avez toute une pléiade de satellites géostationnaires qui se situent dans la zone du Cygne. C'est-à-dire que si vous payez votre télescope ici, dans cette zone-là, au niveau de la Voie lactée, et vous mettez un appareil photo, vous le mettez en pause longue, 10 ou 15 secondes, pas plus, et vous pointez cette zone du ciel, là. Quand vous allez récupérer votre image, même sans traitement, moi je l'ai fait, si vous avez bien réglé la netteté par rapport aux étoiles, que vos étoiles étaient bien rondes au moment où vous avez réglé votre appareil photo, vous apercevrez plein de petits points avec des carrés, plein de petits points partout. Ce sont les satellites géostationnaires qui sont dans cette zone. On en voit plein. Et à un moment donné, je voyais ça, je me dis, mais c'est bizarre, c'est les étoiles, elles ont des formes un peu carrées. C'est des satellites. Et en fait, les formes carrées sont générées par les panneaux solaires. Donc, quand vous regardez le ciel, vous voyez des planètes, vous voyez des étoiles, vous voyez des satellites, et parfois même des avions. Et de temps en temps, l'étoile filante. Donc, il y a énormément de choses à observer. Lorsque vous regardez le ciel, vous pouvez avoir de nombreuses informations, même sans avoir d'appareil photo, même sans avoir d'instruments qui analysent la lumière des étoiles. Vous constaterez que toutes les étoiles n'ont pas la même couleur. Alors, quand vous regardez le ciel, vous avez des étoiles qui sont jaunes, dorées, bleues, blancs, qui tournent vers le jaune. Donc, toutes ces étoiles, elles n'ont pas la même distance, elles n'ont pas la même durée de vie, elles n'ont pas la même énergie. Donc, elles émettent des lumières de couleurs différentes. Les lumières que vous apercevrez sont évidemment des lumières qui sont perceptibles par l'œil humain. Elles sont dans la gamme du spectre, qu'on appelle la gamme du spectre visible. Donc, notre œil perçoit certaines longueurs d'onde au niveau des couleurs. Donc, tout ça, si vous voulez, c'est pour vous dire que c'est très subjectif. C'est-à-dire, la réalité est souvent trompeuse. C'est-à-dire, souvent, les couleurs que vous voyez sont en fait pas les vraies couleurs des étoiles.
sont des couleurs apparentes. Donc, on se base sur ces couleurs apparentes qui donnent déjà une information principale, c'est-à-dire que si c'est une étoile en général, on va dire, c'est une étoile jaune qui peut avoir par exemple quelques millimètres. C'est une étoile jaune qui émet beaucoup de lumière, elle est très lumineuse, elle peut émettre beaucoup de chaleur. Et les étoiles qui sont plus couleur rougeâtre sont souvent des étoiles qui sont super géantes, c'est-à-dire que ce sont des étoiles bleues en fin de vie. On compare, pour mieux comprendre, on peut comparer ces différences de couleurs à la couleur d'une flamme au gaz. Si vous allumez un chalumeau, eh bien, l'endroit du chalumeau le plus chaud, il va être bleu, blanc-bleu. Le plasma va être blanc. L'endroit du chalumeau le moins chaud, à la base, il va être un peu rougeâtre, parce qu'il y a moins de chaleur. C'est un peu la même chose pour les étoiles. Les étoiles en fin de vie vont donner une couleur un peu rouge et elles vont se dilater. Donc souvent, les étoiles rouges sont bien plus lumineuses, plus visibles dans le ciel que les étoiles jaunes. Mais c'est pas une vérité. Parce qu'on peut avoir une étoile rouge super géante et qui se trouve très loin dans l'univers. Donc si elle est très loin, on peut avoir une étoile bleue qui soit très grosse parce qu'elle est plus proche de nous. Vous voyez? Donc la luminosité, la distance, l'âge, la composition de l'étoile, tous ces paramètres vont donner une différence de couleur parmi les milliers d'étoiles que vous voyez dans le ciel. Donc si vous êtes un observateur au sol, on va essayer de retrouver le sol. Vous voyez le Voie lactée, vous voyez les étoiles de différentes couleurs, et souvent les personnes se demandent, mais combien d'étoiles on voit dans le ciel? Donc si on devait compter toutes les étoiles visibles autour de nous, on en compterait environ 3000. Visibles à l'œil nu, nous voyons pas plus de 3000 étoiles. Dans ce nuage, la Voie lactée, qui représente la tranche. Il y a un micro qui est allumé, j'entends les touches du clavier. J'entends quelqu'un qui frappe sur un clavier depuis tout à l'heure. Le coupable, c'est. C'est moi, Franck, Ah bah. je coupe. Oui, merci. Et donc, si vous regardez la tranche de la Voie lactée ici, en fait, vous voyez la tranche, l'épaisseur, vous voyez le disque galactique dans lequel nous sommes dans une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Nous sommes à l'intérieur de cette galaxie. Et nous sommes à 30 000 années-lumière du centre de la galaxie. Et quand nous regardons autour de nous, eh bien, nous voyons nos voisins, nos voisines. Nous voyons toutes les étoiles qui sont positionnées autour de nous. Les nuages de gaz, les nébuleuses, comme ici, les nébuleuses, ce sont des nuages de gaz, des abats d'étoiles, des abats de nuages de matière interstellaire condensée. Donc, dans ces nébuleuses, dans ces nuages de gaz, naissent les étoiles. C'est-à-dire, lorsque ces nuages s'effondrent sur eux-mêmes, ils génèrent une énergie tellement importante qu'une réaction nucléaire naît à l'intérieur de ces nuages, et de cette réaction nucléaire va naître une nouvelle étoile. Les étoiles sont des objets qui naissent, qui vivent et qui meurent. Une étoile qui meurt, c'est très impressionnant. Une étoile qui, en fin de vie, qui meurt, explose, il va faire une supernova. Donc les étoiles qui meurent régulièrement dans l'univers, les lumières s'éteignent. Elles ont explosé, elles ont fait une supernova. Et leurs lumières disparaissent, elles deviennent des neiges blanches. Bon, il y a beaucoup de scénarios différents dans la naissance
dans la vie et dans la mort d'une étoile. Toutes les étoiles, tous les scénarios sont pas identiques. Il y a beaucoup de scénarios différents dans la vie d'une étoile, suivant qu'elle était une certaine masse et d'un certain âge. Là, on entre dans comment dirais-je, dans la physique. Je reste dans mes connaissances assez généralistes. La Voie lactée, que je vous expliquais, c'est le disque, c'est la tranche de notre galaxie que nous apercevons depuis notre planète. Où se trouve le centre de la Voie lactée? Où se trouve le trou noir autour duquel tournent toutes les étoiles de la Voie lactée? 200 milliards d'étoiles tournent autour d'un trou noir. Ce trou noir se trouve dans la constellation du Sagittaire. On va mettre les noms. Andromède, Triangle, Poisson. Alors, le Sagittaire, la petite ours, Hercule, le serpent, le petit lion, Sagittaire, le voici. Alors, le Sagittaire apparaît souvent juste au-dessus de l'horizon. Alors, il y a un astérisme. L'astérisme, c'est la théière. Vous savez, vous voyez une théière. Voilà, on voit une théière ici, regardez bien. Hop. Si on met les images, ah ben c'est pas une théière, tiens, dis donc. C'est un astérisme, c'est-à-dire, dans l'imaginaire, on imagine que ça ressemble à une forme qui nous rappelle un objet que l'on connaît bien. Et en fait, le Sagittaire, dans la mythologie grecque, vous voyez, c'est un héros, moitié cheval, moitié homme. Donc on a bien la théière ici, on a le couvercle, et puis ici, là, et dans le Sagittaire, se trouve dans cette région-là, le trou noir. Alors, je crois que c'est dans cette région-là, noir. Je sais qu'il est dans les constellations du Sagittaire. Le nom ne me revient plus. Logiquement, c'est la zone bien brillante, là, en haut à droite. Hein. Oui, logiquement, mais je ne sais plus le nom. Je ne sais plus exactement. Il faut que je revoie ça pour le. J'ai su ça. On va dire, de toute façon, hein, on va rester simple. C'est pas bien. Vous pourrez faire des recherches si vous souhaitez. Vous avez le Guise galactique. Le trou noir, logiquement, il est bien forcément dans le centre. C'est peut-être ce point. C'est pas police, système binaire, étoile double. Non. Je dis un peu plus en bas à droite. Par ici? Encore. Par Voilà. là? C'est cette zone-là qui est là, à droite de ta souris, juste à droite de ta souris. Ça, c'est la partie la plus lumineuse, donc c'est celle qui intuitivement. Bon. Voilà. Donc là, l'information que je voulais vous donner, c'est que lorsque vous êtes la nuit, vous observez le ciel, vous saurez que dans cette zone-là se trouve un trou noir. Voilà. Et donc un trou noir, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Moi, je plaisante. Un trou noir, et bon, je sens que certaines personnes vont vouloir savoir un peu à quoi ressemble un trou noir. Donc un trou noir, si par exemple une étoile explose, s'effondre, elle peut devenir une naine blanche, c'est-à-dire un astre extrêmement complexe, dont il y a une gravité extrêmement forte, ou alors elle peut s'effondrer et devenir un trou noir. C'est-à-dire que toute la matière disparaît et il reste plus que le champ de gravité qui est concentré à l'endroit où l'étoile a disparu.
Et ce champ de gravité va attirer toute la matière qui est en périphérie de ce champ de gravité. Vous avez une espèce de zone circulaire, et autour de cette zone circulaire va graviter les étoiles, les gaz, et la lumière va se perdre dans la gravité de ce disque circulaire. Donc ce disque de ce champ de gravité n'émet évidemment, puisqu'il n'y a plus de matière, aucune lumière, et la lumière qu'il absorbe disparaît dans son puits de gravité, donc il ne peut pas réémettre. Dans un premier temps, il ne réémettra jamais la lumière qu'il a absorbée. Mais il existe dans l'univers comment on appelle ça, des astres exotiques qui sont des trous noirs qui réémettent la lumière. Alors, ils ont un pôle sud et un pôle nord, et la lumière est réémise sur des axes nord-sud en dehors du. Bon, voilà, ça c'est, je crois que c'est ce qu'on appelle. Et donc voilà, en résumé, à quoi peut ressembler un trou noir? Il ne ressemble à rien du tout parce qu'il n'émet pas de lumière. Et la première photo d'un trou noir a été faite l'année dernière avec des télescopes qui se sont connectés autour de la planète. Ils ont pu photographier un trou noir. Voilà ce que je pourrais dire un peu en résumé. Je synthétise beaucoup, hein, évidemment. Vous pourrez avoir beaucoup plus d'informations beaucoup plus précises en cherchant dans vos tablettes. Donc, on continue notre petit voyage à travers le ciel. C'est le Et je vous Sagittaire. donne. On le voit à Comment quelle période de l'année, le Sagittaire? Alors, le Sagittaire, je ne crois pas que ça disparaisse sous l'horizon. Hein. Il me semble qu'à un moment donné, ça ne disparaît pas entièrement sous l'horizon. Et là, si on prend cette. Hein, et on peut accélérer très vite. On centre. Voilà. Voilà. On voit bien qu'il disparaît sous l'horizon. Ah ouais, c'est parce que. Enfin, je ne sais pas exactement. Hein, faudrait faire une simulation. Et je ne suis pas tout le temps en train d'observer le ciel, moi. Et savoir s'il apparaît toute l'année. Il me semble qu'il apparaît toute Ça n'avait pas l'air, parce que ça avait l'air de se coucher. C'est pas une certitude. Parce que le centre de la Voie lactée, c'est d'être un En petit point fait, avec le télescope. en fait, il se couche. Vous voyez, la Terre tourne en rotation. Et évidemment, toutes les nuits, le ciel il change. Et ce que je veux dire, c'est que dans notre hémisphère, il me semble bien que le Sagittaire fait partie des constellations qui restent relativement qu'on peut voir facilement dans notre hémisphère nord. C'est ça que je veux dire. Mais évidemment, il se couche. Là, il se couche parce que la Terre tourne sur elle-même et toutes les constellations vont se coucher forcément. Pendant 24 heures, on voit pas le même ciel, vous comprenez? Forcément, toutes les constellations se. Mais il y a des constellations qui sont visibles tout le long de l'année. Ils sont pas forcément circumpolaires, mais par exemple, je crois que le Scorpion ne disparaît jamais sur l'horizon. On voit toujours un morceau. Mais si vous allez par exemple en Corse, vous voyez beaucoup mieux, plus vous descendez vers le sud, plus vous verrez la constellation du Scorpion en son entier. Moi, je l'ai constaté. Enfin, je le dis parce que je l'ai constaté quand je suis allé en vacances en Corse, que j'ai fait des photos. J'ai pris en photo le Scorpion. On voit nettement mieux qu'à Clermont-Ferrand. Et on descend vers le sud, donc l'horizon descend si vous préférez. Donc, on a parlé des étoiles, on a parlé un peu de tout, et on n'a pas trop parlé des planètes.
Donc, je vais peut-être te parler un petit peu des planètes et les constellations de Cassiopée. Il y a tellement de choses à dire. On va enlever les constellations. Et vous vous souvenez, je vous avais parlé de l'écliptique. Donc, si j'enlève l'horizon, qu'est-ce qu'on aperçoit là? Qu'est-ce qu'on le verrait sur un télescope? On le pointe là. On verrait ceci. Alors, évidemment, à l'œil nu, je ne distinguerai pas. Là, c'est Galaxie d'Andromède. Alors, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis. Je suis allé dans le parc des volcans du côté de. Il était 2 heures du matin. Dans le parc des volcans, j'ai aperçu une tache. Alors, on va dire, j'ai aperçu une tache blafarde dans le ciel et je me demandais bien ce que c'était. Et j'étais extrêmement surpris de voir la galaxie d'Andromède dans un champ extrêmement grand dans le ciel. Un grand champ blafard. Le ciel était tellement pur et sombre que l'on voyait très bien la lumière blafarde de la galaxie d'Andromède. Et forcément, quand on est au plateau de Coran, il y a les lumières de Cournon. Chez moi, là, j'arrive Vous à le voir. Oui, vous arrivez à le percevoir. Oui. La galaxie d'Andromède. Donc, c'est évidemment la galaxie la plus proche de la Terre. Dans un télescope, vous ne verrez pas. Pour avoir une image comme ça, il faut faire de l'astrophoto. Il faut faire de la photographie avec un appareil et compiler des images, les traiter pour obtenir ce genre d'image. Vous ne le verrez pas dans le télescope. Vous verrez un disque blanc, mais vous ne verrez pas ses couleurs. Donc, ça, c'est le Soleil. Voilà, je voulais vous parler un petit peu des planètes. Là, ça va à quelle heure? 20h26. Eh ben, on va peut-être à l'heure actuelle. Voilà. Ici, vous cliquez, vous revenez à l'heure. Il est 21h11. Donc, si vous mettez l'écliptique, alors je récapitule. Je fais que sur mon clavier. J'ai les points cardinaux. Je suis au nord. Est-ce que je vais voir une planète? Non. La planète ne circule pas au nord. Elle circule sur le plan de l'écliptique. D'accord? Donc, je vais tourner mon regard plutôt vers le sud, entre le sud et l'ouest. Je regarde le ciel. J'ai toutes les chances d'apercevoir une planète. Alors, je dis, tiens, il y a des petits points là qui sont un peu plus ronds que les autres. J'ai toutes les chances que ce soit une planète. Donc, si je prends celui-ci, par exemple, eh bien non, c'est une étoile. Parce que s'il y a des étoiles qui sont tellement lumineuses qu'ils font penser à des planètes. Alors, j'en prends une autre. Pika, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas une planète. Et là, souvenez-vous, actuellement, il y a un rapprochement entre deux planètes, deux supergéants du système solaire, qui sont. Saturne et Jupiter. Et elles se lèvent à l'est. Et ben voilà, je me suis trompé. Elles se lèvent à l'est à 1h du matin à peu près. Ah ouais, 21h12. Donc je vais mettre l'écliptique. Normalement, là tout de suite, ça commence à faire. On peut voir Mercure juste après le coucher du soleil. On peut encore la voir si on est au maximum. Mercure, oui. Le moment de l'observer, ouais. Ah, c'est Castor et Pollux. Donc là, je les vois pas, je les vois plus. Elles sont plus apparentes à cette heure-là, apparemment. Donc, si je veux chercher mes planètes, que je veux planifier mon observation, je sais que demain soir, je vais monter là-haut, je vais sortir sur ma terrasse, je vais chercher ma petite loupe, ici, et je tape. Tiens, je voudrais voir Jupiter avec ses anneaux, avec ses satellites.
avec ses satellites, pardon. Ah. Bon, Jupiter a des anneaux, mais ils ne sont pas visibles au télescope. Il y a bien des anneaux, mais ils ne sont pas visibles. Hop. Donc, là, je me perçois, Jupiter. Normalement, je l'ai en plein centre, là. Oui, tu as désactivé les noms des planètes tout à l'heure. Ouais, mais je devrais l'avoir au milieu. Ah. Vérifie que tu les as pas désactivés. Attends, je regarde avec... Jupiter, où est... Alors, normalement, il est au milieu, sur l'écliptique. Je vais faire la même manip que toi, là, pour voir si c'est ça qui les fait disparaître ou pas. Ah oui, quand on enlève les noms, hein, c'est plus compliqué. Hein. Ah ouais. C'est le gag. Alors, je recommence. Je zoome. C'est la meilleure, celle-là. Normalement, je zoome, je devrais... C'est quand même pas mal, ça. Elle est au milieu de l'écran, là, normalement, là. Plein est, normalement. Des zooms un peu, là, des zooms encore, des zooms. Alors là, ouais, normalement, elle devrait être par là. Et ouais, c'est curieux que tu les vois pas, toi. T'as fait une manip Bah oui. sur ton... Parce que moi, Ah, je les ai direct sur le je mien. vais faire ça, regardez, là en bas, il y a une icône. Je clique sur Ouais, l'icône. vas-y. Voilà. Non, t'as pas fait une manip tout à l'heure quand tu cherchais les satellites ou... Parce que là, c'est curieux que t'aies fait sauter les planètes comme ça. Parce que moi elles apparaissent direct sur mon Stellarium. J'aurais fait une manip. Ah oui, voilà, quand t'as été dans les options tout à l'heure, attends, je vais regarder ce qu'il peut y avoir, parce que c'est curieux. Ah oui, ça c'est pas banal. Moi qui veux faire voir les planètes. Affichage. Qu'est-ce que t'as bien pu faire comme bêtise? Donc j'ai enlevé le stellarium, je le relance. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah, t'as dû décocher objet du système solaire, c'est possible. Ouais, c'est ça. Je vais te dire où c'est qu'il faut aller. Voilà, voilà. Alors là, on a ici les étoiles filantes. J'enlève ça. Ici, hop. Donc tout le monde à l'écran, je pense. Donc, vous voyez, sud-sud-ouest, on a bien nos planètes. Et qu'est-ce qu'on a? On a Saturne, Jupiter et Mars. Donc là, on est à 2 heures du matin. Donc on les voit. Là, à 2 heures, je reviens en arrière dans le temps. Donc, si vous voulez voir les planètes, il faut y aller à 1 heure du matin. Voilà. Si vous allez à 1 heure du matin, vous verrez cette magnifique configuration entre Terre et Saturne. Donc, les planètes, qu'est-ce que ça veut dire, planète, Jérémy? Planétès, astre errant en grec. Comment? Planétès, c'est le mot Planète. planétès du grec qui voulait dire astre errant. C'est ça, d'accord. Ce sont des vagabonds du ciel. C'est ça. C'est ça, voilà. Mais à l'époque, on savait pas que Donc, c'était... voilà, à l'époque, ils voyaient des astres, ils ne savaient pas que c'était des planètes. Et vous voyez les astres, ils appelaient ça les astres errants, ils leur ont donné des noms de dieux. Et ces astres errants, ça devait être des choses, ils devaient être importants, ils leur ont donné des noms de dieux. Jupiter et Saturne. Même Donc, qu'au début, au début, ils ont donné 2 noms différents à Vénus parce que ils envoyaient une le matin, ils envoyaient une oui, c'est ça. une fois. Ils Oui. savaient pas que c'était la même chose. Il y avait l'étoile du matin et l'étoile du soir, C'est ça. suivant la saison. Et d'ailleurs, Et il y a des saisons où la Vénus, tu la vois le matin et le soir. C'est ça? non, là en ce moment, c'est le soir. Bah là, si tu fais défiler, juste avant que le soleil se lève, on va voir Vénus normalement. Si tu fais Oui. défiler le temps. Et la Vénus du matin, C'est en ce moment là. et la Vénus du soir,
C'était C'est dans 6 mois. dans les civilisations agricoles, dans les agriculteurs ou les éleveurs, ils s'en servaient pour entrer les troupeaux. Se baser sur le Vénus, le coucher de Vénus, pour entrer les troupeaux à la bergerie. Et les anciens utilisaient beaucoup le ciel pour, comment dirais-je, pour rythmer leur journée, ou rythmer les travaux de l'agriculture. Et j'avais beaucoup du ciel comme point de repère dans le temps, dans les saisons. D'ailleurs, les Arabes ont toujours un calendrier lunaire, si je dis pas de bêtises. Ouais, toujours, ouais. Donc les planètes, les deux géants du système solaire, Saturne. Donc si vous faites la barre d'espace, vous mettez Saturne au milieu. Ici, vous avez toutes les renseignements à distance, à quelle distance il se trouve actuellement. Alors c'est la levée, c'est à 23h30. La levée, Saturne sort de l'horizon à 23h30. À 4h du matin, Saturne est plus haut dans le ciel. Alors c'est par exemple, là on est à minuit. Donc on va aller à 4h du matin. Vous voyez? Mmh. Là, je la centre. Voilà. Saturne. Là on est 4h du matin, je le centre. Je mets. Voilà. Vous voyez? Saturne est vraiment très haut. Alors, quand on est à 4h du matin sur une planète comme Saturne, c'est le bon moment pour faire une photo, car on est plus proche du zénith et on a moins la diffraction, l'atmosphère est moins épaisse et on a moins de turbulences. On peut faire de meilleures images de Saturne lorsqu'elle est haute dans le ciel. Donc, quand on fait une observation, les mordus des observations des photos, ils peuvent planifier un rendez-vous si le ciel est clément à 4h du matin. Donc, si on zoome sur Saturne, nous apercevons que c'est une planète géante qui a beaucoup de satellites. Je crois qu'il y a environ 60 satellites autour de Saturne. Donc Saturne, là, est centrée, voilà. Si j'accélère, on va apercevoir la ronde des satellites autour de la planète Saturne, vous voyez? Ah oui. Donc dans Stellarium, c'est pas comme sans Celestia, c'est un peu plus compliqué pour maintenir la planète et faire des animations. C'est pas tellement fait pour ça. C'est plus pour regarder les étoiles que pour faire des animations de planètes avec des satellites. Ça ne nous empêche pas de regarder la planète Mars. Ouais, la planète Mars. Donc la planète Mars, cette année, elle va être d'actualité. Au mois de juillet, un rover part à destination de... Et il va... C'est le rover qui est le même type de rover que Curiosity. Il arrivera sur Mars au mois de février. Et l'originalité de ce rover, c'est qu'il transporte un drone, un hélicoptère. Et un hélicoptère va voler à la surface de Mars. Un petit hélicoptère. Les pales de l'hélicoptère font 1 mètre de diamètre. Donc, c'est l'originalité de cette mission qui arrivera en février. Je pense qu'au moment ils vont arriver à piloter ça là-haut, parce que déjà que j'ai du mal avec mon propre drone, alors sur Mars. Ouais. Donc, les
espèce d'hélicoptère a été testé dans une salle vide qui reproduit l'atmosphère de Mars. Hmm. Il a déjà été testé en réel sur Terre. Donc à l'occasion, j'ai préparé un PowerPoint qui vous raconte la mission Persévérance, c'est-à-dire c'est le nom du rover, et qui est équipé de ce petit hélicoptère là. Et j'ai plein d'animations. Je vais vous faire une visite au JPL, rencontrer les gens qui ont fait la conception, comment il est installé, comment il va voler, comment il va être piloté. Et j'ai un PowerPoint qui raconte tout ça. Donc à l'occasion, je pourrais vous présenter ça. J'ai fait ça pendant le confinement. Le confifi. Alors, on a parlé de Mars, des planètes, on a parlé des étoiles. Donc les constellations, et 21h25. Là, on voit vous voyez, Stellarium nous permet d'afficher les orbites des planètes autour du Soleil. Là, on voit le Soleil, on voit les orbites autour du Soleil. On voit ici la Lune, l'orbite de la Lune, Mercure. Si on clique sur le Soleil, on accélère le temps. Et oui, ça fait bouger le Soleil. Voilà, là, ça va. Elle. C'est pas très lisible, hein. C'est pas fait pour ça, Stellarium. C'est pas fait. On peut faire ça avec Celestia, mais pas avec Stellarium. Donc là, pour être lisible, je remets le sol. Hop. Là, on reconnaît mieux. Nous sommes à 11h41. On enlève l'atmosphère. Et 11h41, on revient, voilà. Il est 21h30. Voici le ciel à 21h30 actuellement. Donc voilà, là, on a ici, si on dézoome sur Stellarium, on obtient cette espèce de disque qui permet de voir la totalité du ciel. Là, on a l'horizon, on a les points cardinaux, et si j'accélère, on voit le ciel qui évolue. On voit les constellations, et on voit là, le temps qui défile. C'est très joli. Hein. C'est artistique, je dirais. Donc, si vous êtes curieux, vous voyez là le triangle, vous voyez des constellations qui n'ont rien à voir avec des héros de la mythologie grecque. Ce sont des constellations qui apparaissent dans l'hémisphère sud. Ce sont des constellations qui ont été repérées bien après la civilisation grecque, au XVIIe siècle, au XVIe siècle. Donc, ils ont donné des noms qui ne sont pas des noms de héros de la mythologie, ce sont des noms comme la boussole, le triangle, le marteau. Il y a des noms d'appareils technologiques, en fait. Voilà la boussole. On va revenir à un ciel plus commun qu'on a l'habitude de voir. Et on va revenir au temps. Voici. Alors les satellites. Vous voyez, on peut voir plein de choses dans hein, Stellarium. Les satellites ici, on enlève ça. Toc. Et si vous faites la même chose ici, comme ça, vous allez voir les satellites normalement qui vont passer
Regardez bien. Ah oui. Alors, ça va un peu trop vite peut-être. Voilà. Et voilà, les Pléiades et tous les satellites là, qui marchent par paire. Ces petits points, ce sont les satellites qui sont référencés dans le logiciel. On a vu les galaxies, on a vu les étoiles, on a vu les planètes, on a vu les satellites, on a vu la Voie lactée ici. On a vu à quoi ressemblait le ciel dans Stellarium. Et si vous voulez, si je peux répondre, ou si on peut faire un petit des échanges en mettant le micro et en posant des questions sur le logiciel ou etc. Vous pouvez poser quelques questions si vous le souhaitez. On peut, certaines personnes peuvent vous répondre. Si je n'ai pas la réponse, vous pouvez poser vos questions si vous le souhaitez. Oui. Super, merci Francis.